Donc je disais, delta P de la vitre, ça fait n étoiles, donc ça c'est pour recalculer le nombre, fois S, fois petit v, fois cos alpha, fois le petit delta T, la petite durée là, c'est un petit dt d'ailleurs. Et ça, je le multiplie par m fois 2 fois v cos alpha. Et tout ça, c'était selon EX. D'accord? Que je réécris n étoiles S v cos alpha au carré fois m fois le petit dt selon EX. Là, j'ai trouvé variation de la quantité de mouvement de la vitre pendant la durée delta t. Ok? Du coup, si je veux la force exercée sur la vitre pendant delta t, je vais dire que la force exercée, bah, c'est delta p de la vitre sur cette petite durée. Donc ça fait n étoiles fois S fois v cos alpha au carré fois m, et c'est tout selon EX. Tac. Et là j'ai trouvé l'expression de la force. Ok? Et une fois que j'ai la force, eh ben, je vais pouvoir en déduire la pression exercée par les gouttes sur la vitre. Donc je pars de l'expression de la force et j'identifie avec l'expression d'une force de pression. On va faire un nouveau dessin. Hop. Il sert à quoi delta P de une goutte? Ben, il sert que si je ne le connais pas, je ne vais pas pouvoir calculer la variation de quantité de mouvement de toutes les gouttes. Donc ce que je dis, c'est que toutes les gouttes, la variation de quantité de mouvement de chaque goutte, c'est la même. Ok? Et je calcule la variation de quantité de mouvement de la vitre à partir de la variation de quantité de mouvement de chaque goutte. C'est bon, Hugo? En fait, je me sers de ce qui se passe pour la goutte pour trouver ce qui se passe sur la vitre. Ça marche? Ok. Alors, donc du coup, on avait ça comme expression. Donc la force qui s'exerce sur la vitre. Il y avait n étoiles. Il y avait m. Il y avait un terme en v cos alpha au carré. Il y avait un terme en s selon EX, si j'ai rien oublié. D'accord? Bah ça, par identification, ça c'est la pression. Vous faites une identification. Et donc vous obtenez l'expression de la pression par une identification, hop, avec l'expression qu'on a donnée dans le cours. D'accord? Et donc vous n'avez plus qu'à le calculer. Petite application numérique. Donc P, ça faisait... Alors N étoile c'était 800 si je me rappelle. M c'était 0,1 g, donc fois 0,1 g que je convertis en kg. La vitesse c'était 2 mètres par seconde. Cos alpha, alpha c'était 30, ça fait combien cos 30? Et la surface, j'en ai même pas besoin. Avec cos 30 degrés, ça fait combien? Ah, c'est possible que ce soit cos pi sur 6, ouais. Vous êtes sûr que c'est racine de 3? Alors, racine de 3 sur 2. Donc le racine de 3, le tout sur 2, oui. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Comme ça? C'est bon là? Ok. Bah du coup, qu'est-ce qui va me rester quand je vais faire ce calcul? Il va me rester 800
100 fois 0,1, ça fait 80, fois 10 moins 3, le tout fois 3. Donc ça fait 0,24. Alors ici je réponds à votre question juste après. C'est quoi l'unité de la pression par contre? Là c'est 0,24 quoi? Ouais, c'est des pascals. D'accord? Ça c'est votre résultat. Ce résultat-là, il faut que vous le compariez. Quand vous calculez une pression, il faut la comparer avec une valeur qu'il faut que vous connaissiez, qui est l'ordre de grandeur de qui est la pression standard, la pression atmosphérique. Donc la pression atmosphérique, c'est combien? Alors, ouais, 10 puissance 5 pascal. Le seuil d'audition, Cyprien, c'est autre chose. Le seuil d'audition, c'est les variations de pression que votre oreille est capable de sentir. D'accord? Là, moi, je vais comparer avec le 10 puissance 5 pascal. Donc c'est 1,013, 10 puissance 5 pascal. D'accord? Donc la pression qu'exerce la pluie sur votre vitre, elle est très très petite devant la pression atmosphérique. Ok? Donc il y a une petite surpression, mais elle est très très faible dans cet exemple-là. Alors pour répondre à la question d'Alexis, est-ce qu'il faut apprendre par cœur les formules de pression? En fait, il y a une formule qu'il faut que vous connaissiez, c'est celle de la pression cinétique d'un gaz, le 1/3 de m n étoile u carré, qui est celui qu'on a fait dans le cours. D'accord? Là, ce qu'il faut comprendre dans cet exercice-là, c'est que je fais le même raisonnement que celui de la pression cinétique, mais je l'adapte à mon problème. Il y a deux adaptations. Première adaptation, toutes les molécules, elles ont une certaine direction, donc c'est pour ça qu'il y avait le facteur cos alpha. Et deuxième adaptation, comme elles ont toutes la même direction, il n'y a pas le préfacteur 1/6. Vous vous rappelez du préfacteur 1/6 qu'on avait mis en cours la semaine dernière, c'était vendredi, qui vous disait qu'il y avait des molécules qui allaient dans tous les sens. Là, j'ai vraiment 800 gouttes d'eau par mètre cube qui vont toutes dans la même direction. Donc, j'ai pas de facteur lié au fait qu'il y a de l'agitation thermique. D'accord? Mais le raisonnement, par contre, il faut que vous arriviez à le maîtriser et à le refaire. Et du coup, Romain, oui, vous avez raison, la pression, elle est extrêmement faible. En fait, le but de cet exercice, c'est juste de vous faire le raisonnement et que vous arriviez à comprendre l'essence de ce raisonnement-là. D'accord? Alors, par contre, F égale P fois S, ça, c'est la définition de la pression. Donc quand vous avez une force qui s'écrit comme une constante fois une surface fois un vecteur normal à la surface, la constante est par définition la pression qui s'exerce sur votre surface. D'accord? Le 1/3 de m n étoile u carré, ça c'est spécifique à la pression cinétique. Le F égale P fois S, c'est toujours vrai. Voilà, donc ça clôt le premier exercice. Et ça marche aussi avec les D et les delta aussi. Alors là, par contre, il va falloir que vous soyez assez souple sur les notations parce que on fait des variations, d'accord? Alors des fois, ce sera des petits delta, des petits d, des fois des grands delta, ça c'est des variations. Des petits delta, c'est des petites quantités. Ok? Et c'est à vous de construire votre raisonnement avec une notation qui est la plus crédible possible, ou alors de vous adapter à la notation qui est imposée. Et Alexis, on a calculé la pression pour un certain nombre de gouttes, on a calculé la pression pour un débit de 800 gouttes par minute. C'était par minute ou par seconde d'ailleurs? J'ai peut-être oublié une petite conversion. 800 gouttes par mètre cube, pardon. Ok? Donc là, si vous changez le nombre de gouttes par mètre cube, ça va changer la pression. C'est comme si vous changez le nombre de molécules d'air qu'il y a dans votre volume, ça va changer aussi la pression. Donc le nombre de gouttes, il est caché dans le n étoile. C'est bon? Deuxième exercice, qui est un exercice très très court, et qui est pareil, qui est un exercice qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie. Alors du coup, on va refaire un dessin. L'exercice qu'on vient de faire là, vous avez tout un tas d'adaptations. Par exemple, il y a une adaptation qui est très connue, que je vous ferai peut-être faire en DM pendant les vacances, c'est le principe de la voile solaire. Donc le principe de la voile solaire, vous remplacez les gouttes d'eau par des photons qui viennent taper une surface, et ça met en mouvement une surface qui est une voile. Et avec ça, on espère pouvoir déplacer les satellites en se servant du flux du rayonnement solaire. Ça, c'est une application qui est assez connue.
Du coup, deuxième exercice, on va refaire un dessin. Tac. Hop. Comme ça. Alors, il y a encore deux questions. Alors, Léo, oui, les photons, ils n'ont pas de masse, mais ils ont une quantité de mouvement quand même. C'est ça qui est intéressant. En fait, dans ce raisonnement-là, ce qui est important, c'est pas la masse, c'est la variation de quantité de mouvement. D'accord? Et donc, Enzo, c'est la même question. Alors, si, alors, donc Léo, les photons ont une quantité de mouvement. Enzo, les photons ont une quantité de mouvement. Ok? Alors, H nu, c'est l'énergie. La quantité de mouvement, c'est H bar K, où K, c'est le vecteur d'onde. Et ça, on reverra ça un peu plus tard. Ok? Du coup, deuxième exercice. Alors pareil, exercice très standard qu'il faut avoir vu. Donc vous prenez l'énoncé sous les yeux, je vous le relis. On vous demande la vitesse minimale à fournir à une particule pour échapper à l'attraction de la Terre ou de la Lune. Et pour ça, on vous donne la constante de gravitation, le rayon de la Terre, le rayon de la Lune, la masse de la Terre, la masse de la Lune. Comment on fait pour répondre en 5 secondes à cette question? Eh bien, on va commencer par la Terre. Ça, c'est l'exercice 2. Donc on va chercher la vitesse de libération pour la Terre. Donc en fait, ça c'est un truc qu'on a vu dans le cours. On se place dans le référentiel qui est le référentiel géocentrique, supposé galiléen, et on prend un point M de masse M. Ce point M, il subit uniquement l'interaction gravitationnelle. Tac. Et oui, Loïc, on aurait pu faire, c'est le début de l'exercice au chapitre d'avant. Ça, cette question-là n'a rien à voir avec le chapitre 1. Ok? Donc là, j'ai la Terre, avec son rayon RT. Mon point de départ, il est ici. Et moi, je veux le lancer de façon à ce qu'il échappe à l'attraction, donc qu'il parte avec une trajectoire, mettons comme ça. S'il échappe à l'attraction, je veux atteindre la limite entre un état lié et un état de diffusion. Ça correspond, la trajectoire rouge là, ça correspond à EM égale 0. Ça, c'est la trajectoire parabolique. J'ai plus qu'à exprimer EM. EM, c'est 1 demi de mv carré que je cherche. Moins constante de gravitation, masse de la Terre sur rayon de la Terre, la vitesse de libération, ça fait racine de 2, constante de gravitation, mt sur rt, qui est sous la racine. D'accord? Application numérique pour la Terre. Dans le cercle, c'est écrit RT, c'est le rayon de la Terre dans le cercle. Ça, c'est un T, mais j'ai écrit trop. Et oui, ça fait 11 km par seconde. Ok? J'ai raté une question. EPF tend forcément vers 0 en plus l'infini. Oui, parce que EPF, c'est la somme du terme qui est lié à la constante des airs qui est en 1 sur R carré, et la somme du terme qui est lié à la gravitation qui est en 1 sur R. Donc oui, EPF tend vers 0. Donc ça, c'est pour la Terre. Si vous voulez faire le même calcul pour la Lune, bah, c'est facile. Il suffit de faire quoi? Il suffit de faire le même raisonnement, sauf que vous remplacez la masse de la Terre par la masse de la Lune, et le rayon de la Terre par le rayon de la Lune. Donc je vais l'appeler V2 égale racine de 2, la constante de gravitation qui est la même, là c'est la masse de la Lune, et là c'est le rayon de la Lune. C'est combien ça? Oui Hugo, c'est les grands G, c'est les constantes de gravitation universelle, c'est juste, je ne sais pas écrire ça. 2,3 km par seconde ou mètres par seconde? Ok, c'est ça, 2,3 km par seconde.
D'accord? Donc si vous prenez un objet, que vous le lancez à 2,3 km par seconde à la surface de la Lune, il va échapper à l'attraction de la Lune et puis il va repartir dans l'espace. D'accord? Donc ça, facile, exercice du chapitre d'avant. Alors maintenant, on va comparer ça avec la vitesse quadratique d'une molécule de gaz sur la Terre ou sur la Lune. Donc on va refaire un nouveau dessin. Hop. Tac. Déterminer la vitesse quadratique moyenne pour le dihydrogène et le diazote à une température de 300 Kelvin. Donc là, pour faire ça, Loïc, oui, on peut tout de suite écrire que m égale 0 dans ce cas-là. C'est la vitesse de libération, c'est un des exemples que j'ai fait dans le cours. Donc vous pouvez repartir de m égale 0. Vous n'avez même pas besoin de savoir que la trajectoire est parabolique. Hein. Vous avez juste besoin de savoir que c'est la limite entre un état borné et un état de diffusion. Alors, nouveau dessin. Tac, 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 tac. Du coup, on vous demande la vitesse quadratique moyenne pour le dihydrogène ou le diazote à une température donnée. Donc là, comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette question? On repart de la définition. C'est la question 2. Et on repart de la définition de quoi? On part de la définition de la température cinétique. J'ai 1 demi de m u carré égale 3 demi de kBT. Et j'isole quoi? Moi j'isole U. Je suis en train de redémontrer la formule de Grave. Donc U, ça fait racine de 3 kB T sur M. D'accord? Je ne connais pas bien les masses des particules ou des atomes, par contre je connais leur masse molaire, donc ça je le réécris, racine de 3 constante des gaz parfaits, RT sur masse molaire. Enfin, je vais commencer. La masse molaire. Et je fais l'application numérique en faisant super attention aux masses molaires. Donc la masse molaire de H2, c'est 2, 10 moins 3 kg par mol. D'accord? Et la masse molaire de diazote, c'est 28, 10 moins 3 kg par mol. Ok? Et de ça, je peux faire les deux applications numériques. Donc pour H2, il y en a qu'on trouvait ça? Vitesse quadratique pour H2, ça faisait quoi? Personne m'a trouvé ça. 61 mètres par seconde? Ah, ça m'a l'air petit. Ça m'a l'air petit. Vous avez bien pris T égale 300 Kelvin? Vous n'avez pas oublié un 0 ou un facteur 10 ou... 61, c'est trop petit. Eh ben, on va poser le calcul. Alors, on pose le calcul. C'est important de ne pas oublier le 10-3, hein, parce que si vous l'oubliez, ça ne marche pas. Donc, constante des gaz parfaits, 8,314, T300. On a besoin de quoi d'autre? La masse de 10-3. Et donc U, c'est racine de 3 fois R fois T sur la masse. Ça fait 1,9 10 puissance 3. Ouais, 1934, c'est bon. Donc lui, c'est 1,9 km par seconde. Et pour le deuxième, la masse, c'était 28. Et donc la deuxième vitesse, c'est 500 mètres par seconde. Donc 1,9 pour dihydrogène et pour diazote, 0,5 km par seconde. D'accord? Tac. Commentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire là-dessus?
Et ben en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut comparer cette vitesse-là avec la vitesse de libération. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, quand vous êtes sur Terre, la vitesse de libération, on a dit c'était 11 km par seconde. Là, vous voyez que la vitesse quadratique du azote, elle est faible devant la vitesse de libération. D'accord? Donc ça vous dit quoi? Ça veut dire, du fait de l'agitation thermique, les molécules de diazote, elles peuvent aller très vite, mais en pratique, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont être retenues par la gravitation. Alors oui, du coup, est-ce que la Lune devrait avoir une atmosphère? C'est vrai que les vitesses, vous voyez, elles sont un peu plus faibles que la vitesse de libération pour la Lune. Sauf que le calcul, il est basé sur une température de 300 Kelvin. D'accord? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Lune? Vous avez une face cachée, qui est très froide, et une face qui est qui est éclairée par le Soleil. Donc le Soleil, il apporte du rayonnement quand même. D'accord? Donc déjà, l'hypothèse 300 Kelvin, déjà, elle est sans doute pas très très fiable. Et ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que là, j'ai la vitesse quadratique, mais en fait, la répartition de vitesse, si je trace la répartition de vitesse, donc la probabilité d'avoir une vitesse v en fonction de la vitesse, c'est un truc qui fait comme ça. D'accord? Et ma vitesse quadratique, elle est quelque part par là. Donc je vais quand même avoir statistiquement beaucoup de molécules qui sont dans cette zone-là, et les molécules qui sont dans cette zone-là, elles vont échapper à l'attraction terrestre, à l'attraction lunaire, pardon. Même à 300 Kelvin. D'accord? Et une fois qu'elles sont parties, vous ne pouvez pas les rattraper. Et donc votre atmosphère, elle va s'appauvrir petit à petit du fait qu'il y a statistiquement pas mal de molécules qui ont une vitesse supérieure. Si ici je mets la vitesse de libération, hop, du coup toutes les molécules qui sont ici, elles disparaissent. Et j'en ai de moins en moins de ce côté-là. D'accord? Donc ça explique en partie pourquoi la Lune n'a pas d'atmosphère. Question 3. Quelle devrait être la température pour que le diazote constituant majoritaire de l'atmosphère terrestre s'échappe quantitativement? Là, vous faites le calcul à l'envers. Vous fixez une vitesse caractéristique de votre diazote qui est la vitesse de libération. Vous en déduisez la température et vous comparez avec la température moyenne terrestre. Et en fait, ce que vous montrez, c'est que pour la Terre, la température que vous obtenez, elle est trop élevée. Donc la Terre est capable de garder une atmosphère. Ok? Ça, c'est juste un petit exercice pour faire le lien entre vitesse de libération et vitesse quadratique, juste en termes d'ordre de grandeur. Est-ce qu'il reste des questions là-dessus? Ou sinon, ou pas? C'est bon? Du coup, dernière chose que je voulais faire, c'est le tout début du poly de cours du chapitre de la semaine. On va mettre là. Tac. Qui est où? Qui est là? Hop. Alors, je vous explique l'idée générale de ce chapitre. Dans le chapitre d'avant, je suis parti des connaissances que j'avais en mécanique, que vous aviez en mécanique, et j'ai construit à partir de ces connaissances-là deux grandeurs qui sont la pression et la température. Je les ai trois grandeurs, pardon. La pression, la température, l'énergie interne. J'ai relié la pression et la température par l'équation d'état PV égale nRT. Pour le gaz parfait, sous tout un tas d'hypothèses, il y avait beaucoup d'hypothèses, et je suis arrivé à une relation simple qui relie la pression et la température. Et j'ai été capable d'exprimer l'énergie interne aussi dans un cas simple qui était le gaz parfait monoatomique. Okay? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le point de vue complètement inverse et je vais me dire de quoi j'ai besoin, de quelle variable je vais avoir besoin pour décrire un système thermodynamique. Alors déjà, on va se limiter dans le cours à ce qu'on appelle les systèmes thermoélastiques. Donc c'est ici, là, le thermoélastique. Je vais noter, hop, là. Donc les systèmes thermoélastiques, c'est les systèmes qui vont être sensibles à la température et à la pression. Donc ça va être tous les systèmes qui vont se dilater ou se comprimer en fonction de la température, et tous les systèmes qui vont se dilater ou se comprimer quand vous appuyez dessus. D'accord? C'est
alors, en gros, c'est quoi? C'est l'eau, c'est l'huile, c'est le gaz, enfin c'est l'air, c'est tous les gaz. C'est un bout de bois, c'est un bâton, c'est un morceau de fer. Donc, tout ça, ça rentre là-dedans. Par contre, c'est pas un plasma, par exemple, ou c'est pas un système ferroélectrique ou un système ferromagnétique, qui seront décrits par d'autres variables thermodynamiques. Ok. Donc ces systèmes-là, pour les décrire, on a besoin de connaître quelques infos réduites qui sont le volume, ce qu'il y a dans le système. Donc en chimie, ce serait la quantité de matière, ça pourrait être la masse du système, peu importe, hein, la température et la pression. Et si je connais tout ça, je connais tout le système. D'accord? La pression, microscopiquement, je peux l'interpréter comme pression cinétique et moléculaire, mais là, je veux regarder les choses vues entre guillemets d'au-dessus. D'accord? Alors déjà, on va pouvoir distinguer les systèmes, comme vous avez fait en chimie, en phases. Donc qu'est-ce que c'est qu'une phase? C'est vous prenez une zone de l'espace et vous dites que les propriétés physiques varient de façon continue. Donc par exemple, la masse volumique, si vous la mesurez en différents points, c'est une fonction continue. Par contre, dès que je présente un changement de phase, il y a des propriétés physiques qui vont subir une discontinuité. Exemple, j'ai en dessous de l'eau liquide, au-dessus de l'eau vapeur, il y a une discontinuité de masse volumique. Okay. Les phases, elles peuvent être soit homogènes, soit inhomogènes. En chimie, vous travaillez avec des phases homogènes. En général, vous ne parlez pas de gradient de concentration, vous parlez de la concentration dans votre bécher. D'accord? La notion de phase est plus générale que ça. Et ensuite, ce système, vous avez déjà vu ça en chimie aussi, vous avez déjà vu ce truc-là, le corps pur. Le corps pur, c'est le système thermodynamique le plus simple, qui est constitué d'une seule, soit d'un seul type d'atome, soit d'un seul type de molécule, et tous les mêmes. D'accord? Donc que du dioxygène, que du dihydrogène, que des molécules d'eau, que du glycérol, peu importe. D'accord? Pour caractériser ces phases-là, on va utiliser ce qu'on appelle des variables d'état. Alors les variables d'état, il va y en avoir plusieurs types. Il va y avoir des variables qu'on va appeler des paramètres extensifs. Donc les paramètres extensifs, c'est les grandeurs qui sont proportionnelles à la quantité de matière. Ou à la masse, c'est pareil. Parce que la quantité de matière et la masse sont proportionnelles. D'accord? Exemple, la masse. La masse d'un système est proportionnelle à la masse. Pas la masse molaire, parce que la masse molaire, c'est une grandeur qui est obtenue en divisant par le nombre d'Avogadro. La force de pression, etc. Donc ça, c'est des grandeurs qui sont des grandeurs extensives. Okay. Il y a des grandeurs qui sont additives. Les grandeurs additives, c'est un tout petit peu différent que extensif. Les grandeurs additives, c'est celles qui sont liées au volume. Donc, par exemple, si vous avez un premier système qui a un volume ici V1 et un deuxième qui a un volume V2, ça c'est V1, c'est un V2, c'est V2. Le système qui est la réunion des deux sous-systèmes, son volume, ce sera V1 plus V2. Ok? Ça c'est additif. Extensif, c'est le premier système, il contient une masse M1, le deuxième une masse M2. La masse totale, c'est M1 plus M2. C'est tout. Alors l'énergie interne, c'est un truc un peu particulier. Quand je découpe en deux un système, je peux associer à chaque sous-système une énergie interne. Sauf que entre les deux systèmes, ici il y a une frontière. Cette frontière peut être associée à des interactions d'une molécule qui est dans le premier système avec une molécule qui est dans le deuxième système. D'accord? Donc a priori, l'énergie interne de la réunion des deux sous-systèmes, il faudrait que je l'écrive avec un terme d'interaction ici entre les deux sous-systèmes. Sauf que dans la limite thermodynamique, les deux systèmes ils sont tellement grands que ce terme-là, il est négligeable devant lui et lui. Et donc du coup, on peut décrire l'énergie interne comme une grandeur additive, d'une part, et en plus c'est une grandeur extensive parce que chaque terme, U1, U2, est lui-même proportionnel à la masse, ou à la quantité de matière. Par exemple, pour le gaz parfait, c'était 3,5 de nRT. Ça, c'est les paramètres extensifs. Deuxième type de paramètres, les paramètres intensifs. Alors un paramètre intensif, c'est une grandeur qui est définie localement en un point de l'espace. Exemple, la masse volumique. D'accord? Autre exemple, la pression, la température.
Donc, qu'est-ce que c'est la pression? La pression, c'est une force sur une surface. D'accord? La densité, ouais, la densité c'est pareil. D'accord? Qu'est-ce que c'est la concentration? Une concentration, c'est une quantité de matière sur un volume. Donc ça, pression, force sur surface. Qu'est-ce que c'est la masse volumique? C'est une masse sur un volume. Le point commun entre pression, concentration, masse volumique, j'ai fait un rapport de deux grandeurs, soit additives, soit extensives. D'accord? Donc vous êtes tous d'accord que la température, c'est défini localement en un point. Alors, question, la température, c'est le rapport de quoi sur quoi? Je viens de dire qu'une grandeur intensive, c'était un rapport de grandeur additive ou extensive. Bon, bah, la température, c'est censé être un rapport de deux grandeurs aussi. Et pour le moment, vous ne savez pas ce qu'il faut mettre là-dessus ou là-dessus. D'accord? Donc ça, c'est une question à laquelle on répondra quand on aura vu le deuxième principe de la thermodynamique et qu'on aura introduit l'entropie. Alors du coup, là, je vous ai posé les calculs qui permettent de faire le lien entre la grandeur intensive, définie localement, et la grandeur extensive associée. Exemple, la masse, je l'obtiens en sommant les masses volumiques sur le volume de mon système. D'accord? Pour bien caractériser les choses, grandeur intensive, si vous avez deux sous-systèmes, la réunion des deux sous-systèmes, il n'y a pas de raison d'avoir une somme de ces grandeurs. Vous pouvez rappeler le premier principe? Pas encore, c'est trop tôt. Le premier principe, je le ferai au chapitre 4 de Thermo, qui sera le chapitre 22 du cours. D'accord? Là, on est au chapitre 2 de Thermo. Donc, soyez pas trop pressés. Alors, autre notation qu'on va rencontrer un peu partout, c'est les grandeurs massiques ou les grandeurs molaires. Donc, vous avez une grandeur extensive que j'appelle grand X. À cette grandeur-là, je peux associer deux grandeurs intensives qui sont la grandeur molaire associée et la grandeur massique associée. Alors ça, pour le coup, c'est des notations assez standards. Le X molaire, c'est X divisé par la quantité de matière. Et le petit x, c'est X divisé par la masse. D'accord? Donc la lettre grande pour une grandeur extensive, la lettre grande indice M pour la grandeur molaire, la lettre petite pour une grandeur massique associée. Exemple, volume, volume molaire, volume massique. Ok? Intégrale triple, c'est une intégrale par dimension d'espace. Oui, ça c'est bon. Donc le volume massique, c'est quoi? Bah, c'est le volume divisé par la masse. Et en fait, c'est quoi le volume massique? C'est l'inverse de la masse volumique. Il n'y a pas de piège. Et ça, par contre, c'est des notations qui sont assez standardisées en thermo et qu'on essaye de garder assez propre. Donc, partant de ça, l'idée, c'est de dire, voilà, pour caractériser un système, je vais me servir de certaines variables qui vont être les variables d'état. Première chose qu'on va faire pour caractériser un système, on va regarder quand est-ce qu'il est à l'équilibre. Alors, qu'est-ce que c'est l'équilibre d'un système? C'est deux choses en même temps. C'est plus de variation des paramètres d'état au cours du temps. Ça. Et 2, plus de transfert de matière ou de transfert d'énergie avec l'extérieur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les paramètres d'état ne changent plus au cours du temps. Ça veut dire si vous prenez un appareil de mesure, par exemple un thermomètre à un endroit de votre système, que vous mesurez la température, elle n'évolue plus dans le temps. Ok? Ça ne dit pas que le système il est à l'équilibre. Je vous ai donné l'exemple juste au-dessus d'un four. Vous avez thermostaté un four à 200 degrés pour faire cuire je ne sais pas quoi. Si vous arrêtez de chauffer, si vous coupez l'alimentation de votre four, la température ne va pas rester à 200 degrés. Pourquoi? Parce que votre four il est en train d'échanger de l'énergie avec l'extérieur. C'est quoi l'extérieur pour le four? Par exemple, c'est la pizza qui est en train de cuire, qui capte de l'énergie qui est apportée par le four. D'accord? Ou c'est votre cuisine, si votre four il n'est pas très bien isolé et votre four il est en train de chauffer votre cuisine. D'accord? Donc là on est dans un cas où il y a variation des paramètres d'état au cours du temps, mais il y a transfert d'énergie. Il risque pour faire cuire une pizza, votre four vous le mettez même à plus que 200 degrés. C'est pas la pizza qui est à 200 degrés, c'est l'air du four. Ok, mais par contre l'énergie qui est contenue dans l'air dans l'air du four, elle est transférée à la pizza pour la chauffer, pour la faire cuire. Et je vous conseille pas de manger une pizza à 200 degrés parce qu'elle va être un peu cramée quand même.
Donc, plus de variation des paramètres d'état et plus de transfert de matière. Qu'est-ce que ça impose à l'échelle locale? Ça va imposer plusieurs équilibres différents. Premièrement, ce qu'on appelle l'équilibre interne. Alors l'équilibre interne, c'est assez important parce que ça dit je suis capable de définir la température ou de définir la pression. Contre-exemple de l'équilibre interne, c'est vous mettez, vous reprenez votre four et puis au milieu de votre four, vous apportez du dihydrogène et du dioxygène. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une jolie réaction d'explosion. Pendant la réaction d'explosion, il n'y a pas d'équilibre interne. Je ne suis pas capable de décrire ce qui se passe en termes thermodynamiques. Je saurais décrire ce qui se passe à la fin, mais pas pendant l'explosion. Et ensuite, vous allez avoir équilibre mécanique, équilibre thermique, équilibre osmotique. Alors l'équilibre mécanique, c'est la résultante des forces qui s'exercent sur les parties mobiles et nulles. Ça veut dire je ne suis pas en train de comprimer ou de dilater le système à l'équilibre. L'équilibre thermique, il n'y a pas de transfert thermique avec l'extérieur. Et l'équilibre osmotique, il n'y a pas de transfert de matière avec l'extérieur. En particulier, il n'y a pas de réaction chimique. D'accord? Il n'y a pas de transfert de charge non plus. Alors, nous, l'équilibre osmotique, ça va être assez vite réglé en première année, parce qu'on va considérer que nos systèmes sont fermés. Romain, oui, il faudra connaître tout ce vocabulaire. C'est un peu le but du chapitre. Le but du chapitre, c'est que vous identifiez tous les mots-clés, là, qui sont souvent écrits en gras, d'accord, et que vous commenciez à vous familiariser avec le vocabulaire de la thermo. Sachant que vous allez voir qu'en thermo, il y a beaucoup de vocabulaire. D'accord? Que j'essaye de vous apporter petit à petit, mais il y a beaucoup de vocabulaire. Et ce qui est super sympa avec la thermo, c'est que si vous changez un mot dans la façon dont vous formulez les choses, vous changez complètement la situation et donc vous changez tous les raisonnements. Vous allez adorer. Il faut être extrêmement précis en thermo. D'accord? Donc du coup je disais, alors attendez, j'ai raté, l'équilibre thermique plus osmotique égale système fermé. Alors, en fait, Edine, le système isolé, ça va être pas d'échange, même au cours d'une transformation. Donc c'est un petit peu, je peux vous faire l'analogie avec la vitre tout à l'heure. Il se passait des choses au niveau de la vitre, mais la vitre plus les molécules d'eau, tout ça, ça forme un système isolé. D'accord? Et Cyprien osmotique, c'est lié à la loi de Fick, oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire si vous créez quelque part une inhomogénéité de concentration dans votre système, elle va tendre à disparaître par diffusion de particules, qu'on pourra modéliser par la loi de Fick. Mais après, la loi de Fick, c'est une loi qui est hors équilibre, et c'est une loi qui est au programme de deuxième année. En première année, on ne va pas s'intéresser au processus hors équilibre. On va juste caractériser l'équilibre. Ok? Alors ensuite, parmi les états d'équilibre, il y a deux choses qui sont un peu bizarres. Il y a un état d'équilibre naturel et un état d'équilibre contraint. Alors qu'est-ce que c'est un état d'équilibre naturel? C'est votre système, il est à l'équilibre, pas de problème. Toutes ces variables sont bien définies et tout va bien. Un état d'équilibre contraint, c'est vous forcez le système à rester dans un état, mais si vous enlevez une contrainte, le système il évolue. Exemple d'état d'équilibre contraint. Vous imaginez que par un miracle incroyable, vous vous retrouvez dans une salle de classe et je vous force à rester dans la salle de classe pendant 2 heures. Et puis au moment où la sonnerie sonne, la contrainte je dois rester dans la salle de classe disparaît et miraculeusement vous remarquez que les élèves sortent de la salle. D'accord? C'est pareil en thermo. Par exemple, vous prenez du gaz dans une boîte, comme ça. Là, vous mettez une boîte. Là, pour comprimer le gaz qui est à l'intérieur, et puis vous mettez une petite cale. D'accord? Et puis vous poussez super fort le piston. Vous mettez la petite cale. Si vous enlevez la petite cale, il va se passer quoi? Le piston il va faire pouf, il va partir par là. Ok? L'état du gaz, tant qu'il y a la petite cale, c'est un état d'équilibre contraint. Parce que ça valide tout ce qu'on a dit juste avant. Mais par contre, si j'enlève la contrainte, il se passe quelque chose. Donc c'est pas un état d'équilibre naturel. Ok? Ouais, en fait, c'est plutôt une action externe dans ce cas-là. C'est le fait d'avoir mis la cale, ça rajoute une action mécanique externe. Si j'enlève cette action, je modifie ce qui se passe. D'accord? Donc il y a une action en plus. Autre point de vocabulaire,
nous, dans la suite, on va souvent parler de la pression, de la température, la concentration, comme vous faites en chimie. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand je vais parler de la pression, la température, je supposerai que c'est la même température en tout point du système, c'est la même pression en tout point du système, c'est la même concentration en tout point du système. D'accord ? Dans le cadre du programme de première année, on sera quasiment systématiquement en train de faire cette hypothèse-là, sauf sur un chapitre, qui est le chapitre de statique des fluides, où on prendra en compte l'effet du champ de pesanteur. Mais là, sauf cas où on vous l'explicite, quand on vous définit la pression, c'est la pression du système. Alors après, il y a une petite remarque sur les fluctuations, ça je vous laisserai la lire vous-même, parce que c'est un petit hors-sujet, enfin un petit hors-programme, pardon. C'est pas hors-sujet, c'est hors-programme. Dernière remarque, un autre état que vous avez peut-être déjà rencontré, c'est un état métastable. Alors un état métastable, c'est une situation où vous avez l'impression que le système il est à l'état d'équilibre, mais en fait si vous perturbez le système, il y a une grosse évolution. D'accord ? Exemple mécanique d'état métastable, c'est vous prenez un pendule et puis vous faites en sorte de le mettre à sa position d'équilibre qui est verticale vers le haut. Si vous bougez un tout petit peu la masse, vous quittez cette position d'équilibre instable et le pendule il tombe. Ça correspond à la bifurcation, ouais, c'est ça. D'accord ? Et il y a des exemples un peu analogues en thermo. Un exemple assez connu, c'est la surfusion, que je vous remontrerai un tout petit peu plus tard dans le chapitre. D'autres exemples que vous avez vus en chimie, c'est les réactions chimiques qui sont sous contrôle cinétique. Vous avez peut-être commencé à faire ça, les contrôles cinétiques et thermodynamiques. Je n'ai pas dit. Oui, ça vous parle ? Bon, bah, quand vous avez une réaction chimique sous contrôle cinétique, c'est une réaction chimique dont le produit n'est pas le produit énergétiquement favorisé. C'est le produit que vous obtenez parce que c'est celui qui se fait le plus vite. D'accord ? Ça, c'est des états métastables. Alors, définition des variables qui vont m'intéresser. La pression. Alors, la pression, je l'ai déjà dit juste avant. Donc, en fait, là, ce paragraphe, il reprend la définition que j'ai posée dans le chapitre d'avant. En fait, il y a des redites, mais c'est exprès, parce que le chapitre d'avant, c'est microscopique. Là, ce chapitre, c'est macroscopique. Alors là, je fais quoi ? Je prends un système délimité par une paroi. Le système, je l'appelle le fluide. Et je dis que le système, il exerce sur la paroi cette force-là. Tac, tac. Encadré en rouge 40 fois. D'accord ? Ça me définit la pression à ce point-là. Le petit ds, c'est le petit élément de surface qui entoure le point M qui m'intéresse. Ok ? Donc ça, c'est la même définition que celle que j'ai donnée la semaine dernière. Donc la pression, c'est une grandeur scalaire. Ça, c'est important. Définie localement en un point. C'est un champ scalaire. En chaque point, vous allez avoir une valeur de la pression. Ça se mesure en pascal. Et pour les grandeurs pour les ordres de grandeur qu'on va calculer, on va utiliser beaucoup le bar qui vaut 10 puissance 5 pascal. Ok ? Après, vous avez d'autres unités dérivées, mais nous, l'unité essentielle, ça va être le bar. Appareil de mesure de la pression, donc tout ça, on verra ça en fin d'année. L'évolution de la pression avec l'altitude, on verra ça aussi. Alors, pas en fin d'année, quand on fera la statique des fluides, pardon. Donc, tout ça, je vous renvoie au cours de statique des fluides qu'on fera un peu plus tard. Vous dites, si je vous donne un système, que vous allez représenter comme ça c'est le système, là vous allez dire quoi ? Vous allez dire ici il y a une certaine pression P, et il y aura la même pression P partout. mmHg, c'est millimètres de mercure. Donc ça c'est pareil, je vous referai ça en statique des fluides. 1 bar, ça correspond à la surpression que vous allez avoir en bas de 760 mm de mercure. C'était comme ça qu'on mesurait les pressions avec les baromètres. Vous avez peut-être déjà vu des baromètres qui ressemblent à des thermomètres en fait. Ok ? Alors, question ordre de grandeur et puis petite question pour bien fixer les choses. Ordre de grandeur qu'il faut que vous connaissiez, évidemment, c'est l'ordre de grandeur de la pression atmosphérique, ici, qui est réécrite en mégapascal, ça c'est juste pour avoir les puissances de 10 en termes de pascal. Ordre de grandeur, pour vérifier que vous ne faites pas n'importe quoi, on est capable de descendre à très basse pression. Donc 1 micropascal, ça s'obtient facilement dans un tube à vide. D'accord ? C'est facile d'obtenir 1 micropascal. Et on est capable de faire des hautes pressions aussi, ici. Vous allez réussir à obtenir à l'aide d'une cellule à enclume de diamant. D'accord ? Donc ça vous donne toutes les puissances de 10. Et vous, évidemment, quand vous allez faire des calculs, il faudra que vous vérifiez vos ordres de grandeur.
Alors, question pour voir si vous avez compris ce que c'était que la pression. La situation est la suivante. Vous avez un homme de 70 kg et une femme de 50 kg qui marchent sur la glace d'un lac gelé et c'est la femme qui brise la glace. Pourquoi? Je répondrai après à ce que c'est qu'une cellule à enclume de diamant. Plus petit pied. Elle est en talon. Ouais, Victor, il a trouvé. Exactement. Si vous voulez comprendre ce que c'est qu'une pression, il faut vous dire augmenter la pression en appliquant une force sur une petite surface. D'accord? Donc imaginez que ici vous avez le sol. Si ici je mets un objet de masse M que je laisse en contact avec le sol avec une grande surface ici, la pression, ça va être mg sur la grande surface. D'accord? Si je mets le même, c'est force sur la surface, si je mets le même objet mais que je réduis la surface, j'augmente la pression. Et donc si j'augmente la pression, et ben j'augmente, donc c'est-à-dire j'appuie plus fort en un point, j'augmente le risque que ça casse en ce point-là. D'accord? Donc si vous voulez bien répartir la pression de partout, vous utilisez quoi? Vous utilisez un truc qui s'appelle des raquettes. Vous pouvez essayer la même expérience dans la neige, ou un ski, ça marche pareil avec un ski, tiens. Ça c'est un ski. Alors c'est un truc qu'on ne peut plus faire parce que les stations de ski sont fermées, puis en plus il fait trop chaud. Et bon, peu importe. Là je viens de dessiner un ski. Expérience que vous ferez l'hiver prochain, vous montez sur des skis, vous allez dans un endroit où il y a de la poudreuse, et puis après vous enlevez vos skis, puis vous regardez ce qui se passe. Bah, vous allez vous enfoncer dans la neige. D'accord? Alexandre, à quelle pression ça devient dangereux pour le corps humain, la pression d'un gaz? Alors, le corps humain, il peut résister. En fait, ce qui est dangereux, c'est pas la pression en tant que telle, c'est les variations enfin, c'est les différences de pression. D'accord? Donc, le corps humain, il peut résister à 10 bars, 15 bars. Pas de problème, ça, on fait ça en plongeant. Quand vous plongez à 100 mètres de profondeur, bah, vous avez autour de vous, il y a une pression de l'ordre de 10 bars. D'accord? Et ça résiste bien. Par contre, ce qui est dangereux, c'est si après vous faites une dépressurisation. Les paliers, on les fait justement pour éviter d'avoir une trop grosse différence entre l'intérieur de votre corps, donc vos poumons en l'occurrence, et l'extérieur, qui peuvent après générer des problèmes pulmonaires. Ouais. C'est pour ça qu'on fait des paliers de décompression, ça s'appelle. Okay. Il y avait une autre question plus haut sur la cellule d'enclume de diamant. Alors, cellule d'enclume de diamant, je vais vous dessiner ce que c'est. On va faire un nouveau dessin. Hop, attendez 2 secondes que je remette le dessin en place. Tac, tac. Et Hugo, c'est aussi pour les tympans, mais c'est surtout pour les poumons. D'accord? Le risque, si vous remontez... Alors, ça marche à la descente, mais ça marche aussi à la remontée. Hein. Si vous remontez trop vite, vous risquez d'avoir les tympans qui éclatent. Mais à la limite, si vous avez les tympans qui éclatent, c'est pas grave, vous êtes juste sourd après. Le risque majeur, c'est que vous ayez des problèmes de décompensation au niveau des poumons et que vous puissiez plus respirer. Ça, c'est un peu plus embêtant. Du coup, attendez, alors cellule d'enclume de diamant, je vais vous expliquer à quoi ça sert et comment on fait ça. Hop. Hop. Donc l'idée, si je veux augmenter la pression, je vais partir d'une structure qui est comme ça. Tac, tac. Et là, je vais mettre le truc sur lequel je veux appuyer, que je veux comprimer. Donc par exemple, imaginez, je mets une bille. D'accord? Comment je vais faire pour comprimer ça? Je vais pousser ici et ici. D'accord? Et là, je vais appuyer la bille. Je peux, en poussant exactement de la même façon, faire en sorte que la pression qui s'exerce sur la bille soit beaucoup plus forte. Il suffit qu'au lieu de dessiner un truc comme ça, je le dessine comme ça. Et là, je redessine la même bille, je remets la même bille, ici, et je pousse en haut et en bas, en appliquant les mêmes forces. Comme la surface ici, elle est beaucoup plus faible, si j'applique les mêmes forces, la pression qui va s'exercer ici va être beaucoup plus grande. Là, je vais avoir P2, là, je vais avoir P1, et je vais avoir P2 qui est très très grande devant P1.
Ça sert à générer des hautes pressions. D'accord? Et pourquoi on utilise des enclumes de diamant? Parce que le diamant, il est très 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 dur, donc il va bien résister aux hautes pressions. Donc en fait, on va faire cette structure-là dans une petite région de l'espace, et puis on va mettre les matériaux qu'on veut tester à l'intérieur. Dans les deux cas, c'est la surface de la boule. Dans les deux cas, c'est la surface de la zone des deux parties de votre enclume en fait. Et à l'intérieur, ça va vous faire une espèce de cavité, et dans cette cavité, c'est là que vous allez mettre l'objet qui vous intéresse. D'accord? Oui, alors ce qui est en contact, c'est votre... Alors là, j'ai dessiné une boule, c'était juste pour illustrer, mais après, vous remplacez la boule par un petit matériau que vous voulez tester, qui va être en contact en haut et en bas avec les deux faces de l'enclume, en fait. Avec les deux côtés de l'enclume. D'accord? Et du coup, si je reviens au poly, hop, hop, tac. D'accord, attendez. À droite, la presse est incurvée. Alors, elle n'est pas censée. En fait, c'est pas qu'elle est incurvée, Étienne, c'est qu'elle est, elle est en forme de cône. Et je vais au niveau de la pointe du cône. Et la cellule. Alors, ça, c'est le principe de l'enclume. Après, c'est une enclume de diamant parce que c'est fait avec du diamant. Ok? Après, vous pouvez faire pareil avec une enclume tout court. Hein. Si vous avez déjà vu une enclume, bah, vous tapez au niveau de la pointe de l'enclume. Si vous voulez taper fort. Et du coup, on fait des liaisons très très fortes. Mais alors, la pression tend vers l'infini, si la liaison est ponctuelle, qui vaut oui, mais sauf qu'on ne peut pas faire tendre la liaison vers un truc ponctuel. D'accord? Sinon, ça résisterait pas. Voilà. Alors, du coup, après, hop. Deuxième équilibre. Pardon. Donc, la pression. Comment est-ce qu'on va utiliser la pression pour caractériser l'équilibre mécanique? Je réponds à la dernière question de Timothée. Pourquoi du diamant? Parce que c'est le matériau le plus dur. Donc c'est celui qui résiste à la pression. Voilà, vous avez tout le monde qui vous répond à côté là. Il y a Hugo et Charles qui vous ont répondu. Ok. Alors l'équilibre mécanique. Donc pour l'équilibre mécanique, on va prendre un système qui est un fluide thermoélastique qu'on va séparer en l'intérieur du système et ses parois. Donc là sur le dessin, vous avez par exemple en dessous, ici, là vous avez du gaz et les parois ici, ça délimite les parois de mon système. L'équilibre thermodynamique, il dit quoi? L'équilibre mécanique, il dit quoi? Il dit que les parties mobiles de votre système sont à l'équilibre au sens de l'équilibre mécanique. Donc ça veut dire qu'elles ne se déplacent pas. Donc si je travaille sur la partie mobile, c'est la partie qui est ici. C'est la partie qui est en gris. Qui peut, sur mon dessin, coulisser de haut en bas, comme ça. Si elle est à l'équilibre, ça veut dire que la somme des forces qui s'exercent sur elle vaut 0. Qu'est-ce qu'il y a comme force qui s'exerce dessus? Il y a le fait qu'au-dessus, il y a de l'air qui pousse vers le bas. Le fait qu'en dessous, il y a le contenu de mon système qui génère aussi une pression qui va pousser vers le haut, et le poids. Et donc, si je projette le principe fondamental à l'équilibre pour ce système-là, qui est le système qui correspond juste à ma paroi, là, je vais avoir une force vers le bas qui est le poids, qui s'applique ici. Elle s'applique au centre de masse. Une force vers le bas qui est ici, qui s'applique au milieu de la surface, qui vaut P0 fois S selon le vecteur. On va mettre un vecteur Z comme ça. Ça, c'est deux forces vers le bas. Et une autre force vers le haut qui s'applique au contact en bas, comme ça, et qui est comme ça. Et qui vaut P fois S fois moins EZ. Le P, c'est la pression du gaz. D'accord? Et donc, je vais pouvoir caractériser la pression à l'intérieur du système en disant, comme ça, c'est à l'équilibre. Je peux écrire le PFD comme ça. Et j'en déduis que la pression à l'intérieur, c'est égal à ce que je vais appeler la pression extérieure. Et dans la pression extérieure, je vais mettre tous les effets extérieurs au système. Donc là, il y en a deux. Il y a le fait que j'avais du gaz au-dessus et le fait que le piston avait une certaine masse. Donc ça me fait deux termes. 1, 2. D'accord? Vous remplacez le piston qui a une certaine masse par une paroi fictive.
Et du coup, vous avez P extérieur égale P0. Et ça vous permet de justifier que la pression, c'est la même partout, en fait. Parce que du coup, vous pouvez imaginer un système comme ça, et puis vous mettez plein de petites parois fictives, les unes à la suite des autres, comme ça, tac, 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 jusqu'à arriver au vrai piston, qui délimite bien le système. Et vous faites le même raisonnement au niveau de chaque paroi fictive. Et vous allez trouver que cette pression-là, c'est égal à celle-là, qui est égale à celle-là, qui est égale à celle-là, qui est égale à celle-là. Vous allez trouver que c'est la même partout. D'accord ? Si vous avez un système déformable, vous pouvez généraliser ça en écrivant cette relation-là qui est assez importante, que je vais encadrer ici. Cette relation-là, P égale Px. Ça, c'est, j'ai un système qui est déformable avec une pression extérieure qui est la même partout. C'est-à-dire toutes les zones qui correspondent à des zones mobiles, donc par exemple ça c'est une zone mobile, je vais pouvoir lui associer un P extérieur. Mais j'ai que cette zone-là qui est mobile et c'est le même P extérieur partout. Je donne un contre-exemple. Imaginez que vous ayez un système qui est comme ça avec ici une zone mobile à gauche, ici une zone mobile à droite, avec ici P1 et ici P2. Je ne pourrais pas écrire cette relation-là, elle ne s'appliquera pas dans ce cas-là, parce que je n'aurai pas le même P extérieur. Alors du coup, si on voit le gaz comme un gros piston, la pression doit être décroissante avec l'altitude. Oui, Quentin, vous avez raison, mais ça c'est ce que... là, dans ce cas-là, vous prenez en compte le fait que le gaz il a une certaine masse, d'accord ? Donc vous prenez en compte l'influence de la pesanteur pour le gaz lui-même. Donc votre raisonnement, il explique pourquoi est-ce que ici il y a le P0. Et après, si je monte un tout petit peu, l'effet il est quasi négligeable. Pour voir un effet, il faudrait que je monte de plusieurs kilomètres en fait. Ok ? Mais ça, c'est ce que je vous ferai quand je ferai le cours de statique des fluides un peu plus tard. Là, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est système avec une paroi mobile, pression égale pression extérieure. Système avec plusieurs parois mobiles, attention, ça ne marche pas. Ok ? Et troisième cas, c'est le système indéformable. Donc le système indéformable, c'est vous prenez une boîte parfaitement rigide, vous ne pouvez pas la déformer. Là, vous allez pouvoir pousser aussi fort que vous voulez. D'accord ? Je peux appliquer la pression la plus grande que je veux ici. Ma boîte, elle ne bouge pas. Donc à l'intérieur, je ne sais pas ce qui se passe. Donc là, je peux définir une pression à l'intérieur, parce que je suis à l'équilibre, mais je ne peux pas la relier à l'extérieur. Ça, je ne sais pas quel est le lien. D'accord ? Ça, c'est le système indéformable. Alors par contre, sur le système indéformable, je ne vais pas connaître la pression, mais par contre, je vais connaître le volume. Comme il est indéformable, son volume sera constant. Donc j'aurai quand même une information. Ok ? Je regarde si j'ai bientôt fini. Je vais pas tarder à m'arrêter parce que sinon ça va commencer à faire un peu beaucoup. Deuxième variable, la température. Donc température, pareil, on en a déjà parlé dans le chapitre d'avant. Là, je vous ai juste rappelé un petit peu qu'est-ce que c'était qu'une échelle thermométrique. Donc, une échelle thermométrique, vous allez vouloir mesurer une température en vous servant d'une autre grandeur qui lui est proportionnelle. Donc, c'est le principe des thermomètres. Okay ? Donc ça, je vous laisserai regarder un petit peu. Ça, c'est des rappels de lycée. Première chose qu'on regarde sur la température, c'est on regarde l'équilibre thermique. Alors ça, c'est le principe 0 de la thermo. Ça vous dit que si vous avez deux corps en équilibre avec un même troisième, ils sont tous en équilibre entre eux. Okay ? Ça va vous permettre de comparer des températures et de définir ce qu'on va appeler l'échelle légale de température. Alors comment on va faire pour faire ça ? On va prendre le système et on va le mettre en équilibre avec un gaz dont on sait qu'il est parfait. Comment on fait pour savoir qu'un gaz est parfait ? On prend un gaz et on baisse la pression. D'accord ? Si on fait ça, on tend vers un gaz parfait, et dans ce cas-là, on peut écrire PV égale nRT. Et donc du coup, je peux définir la température comme le rapport, la température par rapport à une température de référence, comme le rapport de P fois V par rapport à cette référence. Et ça, c'est des grandeurs que je sais mesurer très simplement, le volume, la pression. Okay ? La référence qu'on prend, c'est le point triple de l'eau. Ça, on l'a déjà vu au premier chapitre de thermo. Et donc, pour mesurer une température, je vais utiliser une mesure de volume et une mesure de pression. Ça s'appelle les thermomètres primaires. Le thermomètre primaire, c'est le thermomètre de référence. Et après, vous allez caler tous les autres thermomètres par rapport à ce thermomètre-là. Ça va s'appeler des thermomètres secondaires.
Donc exemple, résistance de platine, pyromètre, ça c'est des thermomètres secondaires qui servent eux-mêmes à calibrer des thermomètres qui sont les thermomètres que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Okay, ça c'est l'échelle légale. L'échelle légale, température en Kelvin. Alors attention, c'est, par exemple, je vais écrire 300 Kelvin. J'écris pas 300. Si vous écrivez ça, vous faites un truc qui n'a pas de sens. Les degrés Kelvin, ça n'existe pas, c'est les Kelvin. L'échelle Celsius, ça on en a déjà parlé. Ordre de grandeur de la température. Donc ça c'est pareil, vous allez être amené à manipuler plusieurs échelles de température. Alors autant sur la pression, il y a beaucoup d'ordres de grandeur accessibles, autant sur la température, vous allez vite vous rendre compte on ne varie pas beaucoup. C'est-à-dire, vous, ce que vous allez faire sur Terre, c'est vous allez éventuellement utiliser un chalumeau, vous allez être par là, et puis vous allez éventuellement essayer de faire du froid. D'accord ? Mais je pense pas que dans la vie de tous les jours, vous allez me faire manipuler de l'hélium 3 ou de l'hélium 4. Éventuellement, vous allez utiliser de l'azote liquide. D'accord ? Donc vous allez être plutôt dans cette zone-là, en fait. Ça, c'est vos ordres de grandeur qu'on va être amené à manipuler, nous, dans les exercices de thermo. Ok ? Autant sur la pression, il y a vraiment beaucoup de choses. Un truc qu'il faut bien comprendre avec la température, c'est là j'ai mis la température du corps humain. Si vous changez cette température de 10 degrés vers le haut ou 10 degrés vers le bas, le corps humain en question, il a un léger problème de santé derrière. Équilibre thermique et température. Et puis après... Alors là, on va être un peu plus rapide que pour le cas de la pression. On va juste dire soit la limite de votre système, elle permet les échanges, soit elle ne les permet pas. Si elle permet les échanges de chaleur, à la fin, la température doit être égale à la température extérieure. D'accord ? Si elle ne la permet pas, à la fin, j'en sais rien. Et c'est les seules choses qu'on va dire. Donc soit T égale à T extérieur si la paroi elle est perméable à l'énergie, on dit qu'elle est diathermale. Soit T différent de T extérieur si la paroi elle est imperméable, on dit qu'elle est calorifugée ou athermale. Et c'est tout. Et donc là, on a nos variables pression, température, volume. Et après, on va caractériser le système. Et pour ça, on va utiliser l'équation d'état et l'énergie interne, comme on a fait pour le gaz parfait. D'accord ? Donc on va isoler quelques variables qui vont être suffisantes pour connaître totalement l'état du système. Par exemple, si j'écris PV égale nRT, si je connais P et V, je trouve T. Donc j'ai pas besoin de faire une mesure de P, une mesure de V et une mesure de T. Je peux faire que 2 mesures. J'ai pas besoin de faire les 3. Ok ? Donc on va essayer de compter de combien de paramètres on a besoin. Et on va appeler ça les degrés de liberté du système. Alors ce n'est pas les degrés de liberté au sens de la mécanique, c'est les degrés de liberté au sens les paramètres que je vais pouvoir changer de façon indépendante. Je peux changer le volume, je peux changer la pression, mais si je choisis de changer et le volume et la pression, la température elle va changer d'une certaine façon. Et je ne pourrai pas contrôler ça. D'accord ? C'est ça qu'on va appeler les degrés de liberté du système. Autre terme de vocabulaire, ça s'appelle les variables d'état du système. Dans les fluides qui nous intéressent, c'est les fluides thermoélastiques. L'équation d'état, ça va être la relation qui lie tous les paramètres d'état entre eux. Donc là, je l'ai écrite de façon très générale, une fonction de NPVT égale 0. Et on va définir l'énergie interne et on va chercher à l'exprimer aussi en fonction de ce truc-là. L'énergie interne, on va dire que c'est une fonction d'état parce que elle s'exprime en fonction des variables d'état. Et elle ne s'exprime pas autrement. D'accord ? Donc sa variation ne va dépendre que de l'état initial et de l'état final. Donc ça c'est pareil que pour une énergie potentielle. Exemple, gaz parfait, monoatomique, équation d'état PV égale nRT. Donc ça si vous voulez le réécrire avec la fonction F, c'est PV moins nRT égale 0. Hop, énergie interne, U égale 3,5 de R. Okay ? Et là il n'y a pas d'autre piège. Dernier terme dont on a besoin, et puis après j'arrête, la notion de capacité thermique à volume constant. Alors qu'est-ce que c'est la capacité thermique à volume constant ? C'est de combien l'énergie interne va varier quand vous allez élever la température d'1 degré en fixant le volume. Ça c'est la définition avec des phrases, et en termes de définition mathématique, c'est la variation de U par rapport à la température, le volume étant fixé.
D'accord? Ça, c'est la notation qui est la notation du cours de première année. La notation qu'on apportera un tout petit peu plus tard, c'est celle-là. C'est la dérivée partielle de U par rapport à la température à volume constant. Ok? Exemple, pour le gaz dont l'énergie était 3,5 de nRT, si vous calculez la dérivée, ça fait 3,5 de nR. Et ça, c'est une grandeur qui va nous servir. Pourquoi? Parce que c'est une grandeur qu'on va pouvoir mesurer expérimentalement et qui va nous servir pour avoir accès indirectement à l'énergie interne de notre système. On va mesurer ça, CV, et on va en déduire ça, la petite variation d'énergie interne. Voilà, donc je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Demain, je ferai la suite de ce truc-là. Normalement, le 3 qui est assez rapide. Demain, ça devrait être plus rapide. J'essaie de vérifier. Le 3 et le 4 qui sont assez rapides, normalement. Tac. Il y aura beaucoup de vocabulaire, mais il n'y aura pas beaucoup de notions nouvelles. Ok. Et demain, je vous expliquerai aussi le début du TP d'info que vous aurez à faire pendant la semaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas?